moi, je m'appelle Justin Leroux, je suis professeur d'économie appliquée à HEC Montréal. Je travaille sur des questions d'économie de l'environnement et j'ai notamment été commissaire à la commission d'écofiscalité du Canada, qui est une commission qui a duré pendant une durée déterminée de 6 ans. Et bon, maintenant, je suis actuellement à l'Institut canadien, à l'Institut climatique canadien. Ça, c'est ce que je fais en dehors de mes travaux, évidemment, de recherche, mais aussi d'enseignement. Et Caroline m'a approché pour faire une présentation sur l'écofiscalité. Je sais que vous en avez déjà eu une. Donc, il y a Jean-Philippe Meloche, là, que je connais assez bien, qui a déjà fait une présentation sur l'écofiscalité il y a, je ne sais pas combien de temps, quelques mois, je crois. Et donc, c'est présenter les grands principes, l'utilité de l'écofiscalité et présenter ça dans son ensemble. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que je voudrais faire avec vous, c'est parler vraiment, le titre là, c'est de la conception à l'action, c'est comment aborder la mise en œuvre d'une méthode, enfin, d'une mesure d'écofiscalité, mais vraiment la concevoir. Donc, une fois qu'on a décidé qu'on voulait faire de l'écofiscalité, comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les étapes? Ce que je vous présente aujourd'hui, il va y avoir un outil qui va être là, un outil, donc c'est une sorte de matrice dans laquelle je vais vous montrer sur un exemple concret, enfin fictif, mais concret. On va ensemble faire le déroulé de ça. C'est voir dans quel ordre est-ce qu'on doit faire les choses, dans quel ordre est-ce qu'on doit se poser telle ou telle question et comment y répondre. Et ça, ça va être l'objectif d'aujourd'hui. Euh, Ce que je voudrais faire, avant d'oublier, c'était remercier déjà le Creux ou la Creux, je sais pas comment dire, non, c'est le conseil, c'est ça, donc le Creux de Montérégie pour l'invitation. Et puis évidemment, je vous enverrai, à la fin, il y aura mon adresse courriel, là, je serai tout à fait disponible pour des questions par courriel par la suite, là, si vous avez d'autres questions. Donc, je vous propose qu'on y aille ensemble. Donc, le plan d'aujourd'hui, évidemment, je vais faire pas des longs rappels, mais je vais repartir des principes de l'écofiscalité pour qu'on sache un peu tous de quoi on parle. Là, c'est peut-être pas tout le monde qui a vu la présentation de Jean-Philippe Meloche au préalable, mais au moins on va pouvoir partir sur de bonnes bases. Je vais pas aller dans le détail. Le but, c'est pas ça. Je pense que tout le monde ici est à peu près au courant. C'est quand même un terme, l'écofiscalité, qui est de plus en plus utilisé et qui est de plus en plus entré dans le langage courant. Donc, on va pouvoir faire ça dans les grandes lignes. Ensuite, l'objectif, ça va être la sélection et la conception des politiques d'écofiscalité. Je pars du principe que vous voyez mon petit pointeur souris. Si c'est pas le cas, il faudra me le dire, mais si quelqu'un peut hocher la tête, là, ouais, merci, parfait. C'est gentil, merci Madame Cabral. Études de cas. Donc, je vais vous montrer des études de cas. En fait, je vais même pas vous les montrer. Il y en a beaucoup et elles sont dans le PowerPoint. Le PowerPoint sera disponible après la présentation. C'est plus pour que vous puissiez les lire et les consulter par la suite. En fait, vous allez peut-être remarquer que justement les diapos là sont assez denses. C'est aussi parce que je veux que ce soit utile pour vous par la suite, à la suite de la présentation. On le sait, là, je sais que vous prenez votre temps de travail sur votre temps de travail là pour être là aujourd'hui. Là, donc, on va essayer d'être le plus utile possible. Puis par la suite, s'il y a des choses à regarder, que vous voulez approfondir, ce sera l'occasion. Et à la fin, je retournerai sur des leçons apprises par la commission d'écofiscalité. Là, on a appris beaucoup de choses sur les plusieurs années où on était en activité, sur la mise en œuvre notamment. Donc la conception, ça va être vraiment ce qu'on va faire ensemble ici, mais la mise en œuvre, quelles sont les choses à faire, puis les choses à pas faire surtout pour faire ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, je propose qu'on y aille. N'hésitez pas si vous avez une petite main à lever ou des choses comme ça. Je fais confiance à Caroline pour modérer tout ça. Mais bon, les grands principes de l'écofiscalité, vous les connaissez, hein. L'objectif, c'est d'utiliser des outils économiques, des instruments économiques pour faire plusieurs choses, modifier les comportements, notamment diminuer la pollution, typiquement c'est ce qu'on veut faire, ou augmenter la préservation d'une ressource, il y a une ressource qu'on veut préserver. Et euh, par le fait même, ensuite, il y a des gains économiques qui vont résulter de ça. Donc on veut encourager les activités économiques souhaitables, notamment s'il y a de l'investissement, de l'innovation, tout en réduisant les conséquences indésirables comme la pollution et la surexploitation des ressources. Et tout ça, l'outil essentiel, même si ça se décline sous plusieurs manières, mais si on devait résumer sous un terme simple, c'est les signaux de prix qui vont faire ça. Donc, on va faire en sorte qu'il y ait un signal de prix pour que les acteurs économiques, que ce soit les individus, que ce soit les entreprises, et, euh, et une incitation, c'est ça le terme aussi qu'on emploie souvent, une incitation à adopter les bons comportements, entre guillemets, ou en tout cas à réduire les mauvais comportements. Donc, l'avantage aussi, c'est que
à partir du moment où on parle de prix, c'est que ça va permettre à chacun de faire ses choix, prendre des décisions en fonction du prix qui est affiché, là, que ce soit une taxe ou autre chose. Et ça fournit une incitation financière, donc ça c'est intéressant, parce que c'est ça qui va motiver les agences sans qu'on ait à les forcer donc à faire affaire à de la réglementation, qui est de dire ben toi tu dois polluer tant, toi tu dois consommer tant. On veut augmenter la flexibilité de chacun. Et ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle favorise cette écofiscalité. Le signal de prix va aussi avoir un effet de favoriser l'innovation. Si vous imaginez par rapport à une régulation qui dirait ben, il faut utiliser tel type de pot d'échappement, par exemple, parce que c'est ça qu'on veut, c'est ça la technologie qu'il faut adopter. Si on dit au contraire, ben, voici le combien vous devrez payer par tonne de gaz à effet de serre émis, ben là, il va y avoir un incitatif pour les entreprises à innover et à chercher les, les technologies qui vont être les plus économes en gaz à effet de serre, plutôt que de se dire, ben voilà, c'est ça que le régulateur a dit, c'est ça la technologie que je dois employer, donc je vais juste me contenter de respecter cette technologie-là, cette réglementation-là, sans avoir l'incitation à faire des économies outre mesure. Donc ça, c'est un des intérêts de l'écofiscalité. Donc si on parle d'un spectre, là, on pourrait, il y a un spectre qui irait de l'interdiction totale, donc ça c'est vraiment la moindre flexibilité possible, jusqu'à un choix volontaire, ça c'est le choix maximal. Et donc, il y a tout un spectre ici. Là, on parle souvent de régulation versus écofiscalité, mais ce que je veux vous montrer, c'est quand même qu'il y a des degrés. Donc, en général, quand on parle de réglementation, pardon, obligation, contrôle, c'est là, il y a des règlements, il y a des permis, il y a des plafonnements. Bon, là, on commence à déjà rentrer dans le marché, là, mais bref, on est plutôt dans peu de flexibilité, peu de choix, versus ce qu'on va regarder ici aujourd'hui, c'est l'écofiscalité. Donc, c'est les outils qui sont fondés sur le marché ou les instruments fondés sur le marché. Le système de plafonnement et d'échange que vous connaissez, hein, c'est pour les gaz à effet de serre. Donc, il y a un plafond et puis il y a des crédits qu'on peut ensuite échanger. Ben, ça, c'est vraiment à l'intersection entre les deux parce qu'il y a un contrôle étant donné qu'il y a un plafonnement, mais il y a de la flexibilité, il y a du marché étant donné qu'on parle d'échange. Après, redevance d'utilisation, plus comme une taxe, mettons, taxe carbone, subvention, ça sont des choses qui sont aussi basées sur le marché et qui offrent de la flexibilité et du choix pour les usagers. Donc là, nous, on va se situer de ce côté-là du spectre. Évidemment, des exemples, il y en a des tonnes, vous en connaissez plein. Je ne suis pas là pour faire la liste de ces outils-là. On peut quand même les rassembler en trois catégories. Donc, il y a évidemment les taxes, les redevances, les impôts, là, toutes ces choses-là qui ont à peu près la même fonction, qu'on parle de péage, qu'on parle de taxe carbone, qu'on parle de frais de déversement, de tarification d'eau. Là, on est vraiment dans les redevances. Système compensation et échange, ça, c'est des plafonnements, des quotas, des droits négociables. À partir du moment où on a des échanges de crédits, des échanges de quotas, là, on est dans cette catégorie-là. Et enfin, des subventions. Les subventions aussi, on sait ce que c'est, hein. C'est que là, au contraire, on va payer les gens pour adopter des bons comportements. Donc, protection de la nature, allègement pour les économies d'énergie, quand on veut diminuer les surfaces imperméables pour qu'il y ait pour que l'eau puisse être mieux absorbée par la terre pour éviter les risques d'inondation. Donc là, souvent, on subventionne aussi. Évidemment, il y a des combinaisons, on peut tout faire. Je pense que l'écofiscalité, s'il y a un message que je voudrais que vous ressortiez d'ici, d'une part, c'est que l'écofiscalité, c'est un terme unique, mais qui décrit beaucoup de choses. Et l'autre chose à faire, ce que je vais faire avec vous, c'est que l'écofiscalité, c'est pas la solution à tout non plus. Donc même si c'est ma spécialité, puis que c'est quelque chose que je vais présenter, je veux quand même que vous sachiez qu'il y a des cas dans lesquels c'est pas la solution à adopter. Mais bon, avant de passer à quand est-ce qu'on adopte l'écofiscalité, puis comment on le fait, je voudrais vous présenter trois exemples qui ont été des succès là, et puis c'est pas des, je veux dire, c'est des exemples parmi d'autres là, mais qui démontrent bien les trois objectifs de l'écofiscalité, qui est de changer les comportements, parce que les gens réagissent à des mesures financières. Ça, c'est quelque chose qu'on constate, je veux dire, c'est établi de manière empirique, que ça génère des recettes, des revenus. Donc ça, c'est un autre avantage, c'est que quand on fait une taxe, déjà les gens adoptent un bon comportement, mais ça permet de générer des revenus ces revenus-là vont permettre, dans certains cas, même la plupart du temps, d'effectuer des économies. Donc ces économies-là, elles peuvent être faites parce que justement, on rend les revenus, ou alors parce que justement, s'il y a moins
une demande qui est réduite parce qu'il y a une taxe qui est implantée, eh ben, il y a un stress ou comment on appelle ça, une utilisation des infrastructures qui est réduite et donc ça permet aux infrastructures de durer plus longtemps. Donc ces économies-là, on les voit. Donc ça, c'est par exemple notamment dans le cas des sites d'enfouissement. Je ne sais pas si dans vos municipalités, vous avez des enjeux de sites d'enfouissement, mais le fait de réduire les déchets à la source, ça permet de rallonger la durée de vie du site d'enfouissement avant de devoir aller en chercher un autre. On sait très bien que c'est extrêmement compliqué, extrêmement coûteux d'aller chercher un nouveau site d'enfouissement. Personne ne veut ça chez eux. Donc, si on peut retarder ça le plus possible, eh ben c'est intéressant. Donc, voilà. Donc, justement, ces trois catégories-là, je vous ai parlé de modifier les comportements, générer des revenus et faire des économies. Je vais vous montrer ça à travers trois exemples, qui sont trois exemples différents. Un sur la congestion. À Londres, il y a donc une taxe de congestion, là, un péage cordon, là, qui a permis une réduction de la circulation de 11% de 2000 à 2012. Là, donc, c'est quand même pas négligeable. Les autres exemples ne sont pas liés à la congestion. Donc, Toronto, c'est lié à la tarification de l'eau. Et aussi, on va avoir un autre exemple, ça va être la mise en décharge. Donc, encore une fois, on va tarifer de la pollution, en l'occurrence. La congestion, c'est une forme de pollution. La tarification de l'eau, bah, c'est une forme d'utilisation de la ressource. C'est pas vraiment de la pollution, mais bon, on va quand même la tarifer pour avoir une économie d'eau. Et la mise en décharge, ben là aussi, on parle de pollution. Donc, à Toronto, la tarification de l'eau a permis la réduction d'une consommation par habitant de 14%, alors même que la population avait augmenté. Et la taxe britannique de mise en décharge, elle a permis de réduire énormément le pourcentage de déchets enfouis. Donc ça, les gens font des choix. À partir du moment où il y a de la, il y a- surtout pour la mise en décharge, c'est quelque chose qu'on a tendance à pas tarifer explicitement. On s'aperçoit il y a des comportements les comportements sont liés au prix. Donc, ça arrive aussi au Québec. Là, je vous montrerai, enfin, un des cas qu'il y a, c'est la municipalité de Beaconsfield, là, qui tarife ses déchets et qui a qui a obtenu une réduction des déchets assez importante. Ces trois mêmes exemples, on a aussi, on peut voir qu'ils génèrent des revenus. Donc les exemples ne sont pas forcément super récents. C'est pas le but, hein. Le but, c'est pas nécessairement de montrer que voici le tout dernier exemple qui marche bien là, mais c'est plutôt de dire que regardez, ça fait longtemps que ça marche, puis que c'est pas quelque chose de tout nouveau. Il y a une expérience et une expertise là qui se constitue autour de l'écofiscalité et c'est bien de le savoir. Donc, la taxe de la congestion à Londres a généré des revenus qui ont pu être réinvestis dans les transports publics et les infrastructures cyclables. La tarification de l'eau à Toronto, là aussi, ça a été réinvesti, puis vous allez voir que ça va être utile pour la slide d'après. Donc, la mise à niveau des conduites pluviales pour réduire les risques d'inondation. On sait que des inondations, il peut y en avoir, il y en a déjà eu. Et ensuite, la mise en décharge, ben là, ça a permis de mieux gérer les matières résiduelles, donc avec des programmes d'aide aux petites et moyennes entreprises. On parlait de Toronto et des inondations, justement, voici une photo qui en est tirée. Donc la taxe de congestion à Londres, elle a permis aussi de réduire des accidents. Donc il y a toujours des effets un peu secondaires positifs là, qui sont liés au fait de réaliser des économies. On n'a pas fait la taxe de la congestion pour réduire les collisions routières. Ce n'était pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'était réduire la congestion, augmenter la fluidité de la circulation. Mais il y a eu des économies qui sont venues avec ça. Et souvent, on les voit pas, ces économies-là, tant qu'on n'a pas fait un projet pilote ou quelque chose comme ça. Et ça va être une des leçons sur lesquelles je vais revenir à la fin. C'est que faire un projet pilote, ça peut être utile. Euh, pour ce qui est de la réforme de la tarification de l'eau à Toronto, ben, les risques d'inondation ont été réduits grâce à au réinvestissement dans les conduites d'eau, parce qu'on sait très bien qu'une inondation, ça coûte très cher. Celle de 2013 avait coûté 850 millions de dollars. Si on peut éviter ça ou au moins réduire l'impact de ces inondations-là, c'est toujours quelque chose d'apprécié. Et la taxe britannique de mise en décharge, ben, ça a permis de diminuer, comme je vous disais, les besoins en nouveaux sites d'enfouissement. Et ça aussi, c'est des économies réelles, financières, concrètes là, pour les contribuables et pour les citoyens. Donc là, on rentre dans je dirais, le vif du sujet. C'est l'objet principal de la présentation ici, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on procède quand on fait quand on veut concevoir, on se dit, voilà, j'ai ce problème-là dans ma municipalité, je veux envisager un outil ou une mesure d'écofiscalité, comment est-ce que je m'y prends?
ce que je veux vous dire ici, là, c'est détaillé beaucoup plus dans une série, puis je vous le montrerai à la fin, à toute fin, je vous montrerai le lien vers ça, c'est qu'il y a sur le site web de la Commission de l'écofiscalité du Canada, donc la Commission de l'écofiscalité du Canada n'existe plus c'était prévu comme ça, là, c'était une durée fixe. Par contre, le site web demeure et des formations qu'on avait faites aux municipalités ont été enregistrées et elles sont disponibles gratuitement sur ce site-là. Donc, on parle de plein de choses. On parle de l'eau, on parle de congestion, comme je vous disais, on parle de déchets, de matières résiduelles. Ce que je vais vous et puis il y a aussi une présentation globale générale qui est un peu ce que je vais vous présenter ici et dans laquelle ici là je vais par contre passer sur un exemple concret là qu'on va voir ensemble. Donc, comment est-ce qu'on fait si on décide de faire de l'écofiscalité? Ben, la première question à se poser, une fois qu'on a décidé de faire de l'écofiscalité, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de faire de l'écofiscalité? Donc, on se pose la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Ben, parce que c'est la première chose à se dire là, c'est quel est le meilleur outil pour, arriver à nos fins? Alors, il y a un problème dans la municipalité, il y a quelque chose qu'on veut réduire ou quelque chose qu'on veut augmenter. Bref, on a un problème quelconque là, on veut pallier ce problème-là. Comment est-ce qu'on fait? Eh ben, est-ce que c'est la meilleure chose à faire d'utiliser l'écofiscalité? La réponse, ça va dépendre de la nature du problème. Par exemple, si on cherche un effet global qui vient de plusieurs sources, donc mettons, on prend la pollution de gaz à effet de serre, ça vient des automobiles, ben là, on va essayer d'y aller avec quelque chose de plus global. On va faire une taxe sur ces émissions de gaz à effet de serre. On va faire quelque chose, ça va être adapté de faire de l'écofiscalité parce qu'on va faire un signal de prix. Puis on a de nombreux agents, de nombreux individus, de nombreux acteurs, je devrais dire, qui vont devoir prendre leurs décisions de manière indépendante. Donc là, c'est mieux de mettre un prix, puis ensuite de laisser les gens ajuster leur comportement. Quand on a, par exemple, des impacts qu'on souhaite limiter, des impacts qui sont générés par certains acteurs qu'on connaît bien, qui sont concentrés. Mettons, on parle de la pollution d'un fleuve, puis on sait qu'il y a telle industrie qui pollue et qui rejette ses déchets dans le fleuve. Ben là, on va pouvoir aller cibler directement cette industrie-là. C'est pas forcément utile d'aller faire une mesure d'écofiscalité qui s'applique à tout le monde si on sait qu'on veut déjà régler ce problème avec ces acteurs-là qu'on connaît bien, qui sont des joueurs importants de la municipalité, par exemple. Donc ça, c'est un aspect. Donc déjà, est-ce que c'est diffus ou est-ce que c'est très concentré? L'autre aspect, c'est est-ce que le problème que je cherche à régler, c'est un problème urgent, dans le sens où on parle de très urgent là. C'est-à-dire que est-ce que s'il y a des produits chimiques hautement toxiques et des écosystèmes très fragiles, là, on veut régler ça tout de suite. À ce moment-là, il vaut mieux y aller avec de la réglementation. En revanche, si on se dit qu'on a un peu de temps, qu'on a quelques années là pour régler la chose, ben là, on va laisser aux gens le temps de faire de l'écofiscalité, ce qui va prendre un petit peu de temps parce que les gens doivent ajuster leur comportement. Donc là, moi, je dirais que c'est ces deux questions à se poser. Est-ce que c'est un problème qui est lié à des acteurs précis ou est-ce que c'est très diffus? Donc, acteur précis, ça veut dire réglementation, diffus, plutôt écofiscalité. Est-ce que c'est un enjeu immédiat, coûteux et irréversible? Là, quand on parle d'écosystème, c'est irréversible. Si c'est le cas, à ce moment-là, on va plutôt y aller avec de la réglementation. Si par contre, on a du temps et on peut se le permettre, à ce moment-là, plutôt avec de l'écofiscalité. Donc ça, c'est vraiment la première distinction. S'il n'y a pas de questions, je continue. S'il y en a, il faut me le dire. Je vois que le chat s'allume là, donc c'est pas grave. Je regarde pas le chat, ok? On dit ça, Caroline? C'est bon, il n'y a pas de question. Ok, parfait. On a géré ça à l'écrit. Excellent, merci. J'essaie de tout faire là, mais donc là, on a pris notre décision. Il s'avère que l'écofiscalité, c'est l'outil à privilégier. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comme je vous le disais, il y a plein de sortes d'outils. Je vous ai montré les trois catégories. À l'intérieur de chaque catégorie, il y avait toute une liste. Et encore, c'est pas une liste, c'est pas des listes exhaustives. Donc, on a l'embarras du choix. Et c'est littéralement ça, là. C'est l'embarras du choix. On est embarrassé, on ne sait pas quoi faire. Donc, ben, on va se poser la question. Est-ce qu'on peut faire des redevances d'utilisation, donc des taxes, mettons, ou est-ce qu'on va faire de la subvention? Ça aussi, c'est une autre division, une autre distinction qu'on peut vouloir faire. Alors, les redevances à l'utilisation, ça a l'avantage de générer des revenus, ça a l'inconvénient d'être politiquement
très difficile ou en tout cas délicat à faire accepter par la population. Hein. Quand j'ai dit, là, si vous voyez le titre de ma slide, c'est choisir le bon outil politique. Hein. Il y a le bon outil en soi, mais il y a aussi le bon outil politique. Évidemment, quand on parle de taxes, les gens n'aiment pas ça. Bon, c'est la vie, hein, il faut composer avec ça, même si je pense que tous les économistes sont d'accord pour dire que c'est bien mieux de faire ça que de faire une subvention. Pourquoi? Parce que ben, déjà, la subvention, ça coûte de l'argent, ça on le sait, ça coûte de l'argent à la municipalité, mais aussi parce que la subvention, elle va subventionner elle va bénéficier à des gens qui ne sont pas nécessairement la cible. C'est-à-dire que si on dit, bah, vous allez avoir une certaine, on va vous subventionner pour, mettons, le fait d'avoir des fenêtres à double vitrage pour augmenter l'efficacité énergétique de votre chauffage, pour éviter les fuites, les fuites caloriques. Ben, il y a peut-être des gens qui auraient de toute manière fait ce changement-là parce qu'ils étaient dus pour changer de fenêtre, puis vous allez les récompenser, entre guillemets, alors que c'était pas nécessaire de le faire parce qu'ils l'auraient fait de toute manière. Donc, d'une certaine manière, ça coûte, donc déjà, ça coûte cher, mais en plus, ça coûte plus cher que ce qui est nécessaire parce que, puis là, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a des gens qui pourraient être éligibles à la subvention alors que leur comportement n'avait pas besoin d'être modifié. J'ai rien contre, hein, le fait de donner des subventions aux gens, tant mieux si la personne se trouve chanceuse et se dit de toute manière j'allais changer mes fenêtres, là c'est correct, mais ce que je veux dire c'est que d'un point de vue de gestion et de gestion de municipalité, là vous pouvez vous poser cette question-là. Est-ce que je suis en train de donner de l'argent à des gens qui finalement n'auraient pas besoin d'incitation? Donc voilà, donc il faut se poser cette question-là. Exemple, tarification des déchets, là ça c'est un exemple parmi d'autres. C'est pour vous montrer la tonne de trucs qu'on peut faire. On peut faire des redevances au déversement pour les opérateurs qui vont déverser dans les sites d'enfouissement. Ça envoie un signal de prix, ça génère des revenus, ça améliore l'équité parce que ça, c'est aussi quelque chose dont on n'a pas parlé encore, mais l'équité, c'est important. C'est-à-dire que quand les choses ne sont pas tarifées, bah, ceux qui utilisent beaucoup la ressource ou qui utilisent beaucoup l'infrastructure payent pas plus que ceux qui l'utilisent très peu. Il y a des gens peut-être des gens qui ont des comportements très responsables, d'autres qui ont des comportements qui ne sont pas aussi responsables que ça, puis ils se retrouvent à payer la même chose, ce qui est quand même dommage. Surtout si on sait qu'à la fin, si mettons c'est la taxe municipale la taxe foncière qui fait tout, ben, la personne qui s'est retrouvée à avoir adopté un comportement responsable, elle se retrouve à subventionner de manière indirecte le comportement irresponsable de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Ensuite, bon, bah, je vais parler de Beaconsfield et Calgary aussi, mais qui payaient en fonction de ce que vous jetez. Là, on parle de vraiment facturer les usagers, pas les opérateurs, mais les usagers. Encore une fois, signal de prix, ça, ça, ça permet d'être aussi plus équitable. Et on peut aller cibler aussi les producteurs avec la responsabilité élargie des producteurs, où eux, ils doivent ensuite financer le traitement des déchets issus de leurs produits. Au Québec, on est plutôt bon pour ça, c'est-à-dire que les piles, les peintures, les huiles, les lampes et les produits électroniques, ça, c'est quelque chose qui se fait déjà. Mais maintenant, je voudrais passer avec vous à comment est-ce qu'on va concevoir une règle une d'éco-fiscalité. Qu'est-ce qu'on va faire là? Est-ce qu'on va faire une taxe? Si oui, à qui est-ce qu'on va l'appliquer? À quel montant est-ce qu'on va la mettre? Donc ça peut être un casse-tête intimidant. Mais vous allez voir, en tout cas, j'espère clarifier les choses avec l'outil que je vais vous proposer maintenant. Donc la première chose à faire, ça va être se fixer des objectifs. Donc évidemment, euh, l'objectif, je pense, principal, là, je sais pas pourquoi il n'est pas en haut, là, c'est peut-être une erreur, là, un lapsus, mais j'imagine qu'en général, c'est modifier le comportement, l'objectif principal. Ok, on ne fait pas de l'écofiscalité principalement pour générer des revenus. Là, il y a la fiscalité, elle existe déjà pour ça. Le but premier de l'écofiscalité, c'est de modifier les comportements. Si ça génère des revenus, bah, tant mieux, on va pouvoir faire quelque chose d'utile avec ces revenus-là, y compris baisser les autres taxes si besoin. Mais l'objectif premier, c'est de modifier les comportements. Ensuite, il va y avoir peut-être production de revenus, il va y avoir des bénéfices environnementaux, des impacts sur les utilisateurs qu'il va falloir considérer. Il va falloir aussi considérer le coût administratif, la faisabilité de cette mise en œuvre. Donc, c'est déjà cinq choses à regarder de manière attentive. Et évidemment, ces différents objectifs, ils peuvent être en tension les uns les autres. C'est-à-dire que si on améliore un des objectifs, on pourrait en détériorer un autre.
Mettons qu'on veut avoir quelque chose de beaucoup plus bénéfique de manière sur le plan environnemental, peut-être que ça va avoir un gros impact sur les utilisateurs, peut-être que ça va être coûteux sur le plan administratif. Donc, il y a évidemment des arbitrages, des trade-offs à faire entre ces différentes notions. Donc, l'outil, le cadre de conception, il est là. Donc, c'est une matrice tout à fait simple. En fait, là, vous pourrez l'utiliser dans votre municipalité à loisir. Là. Puis je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, on va l'utiliser, ce cadre de conception, on va l'utiliser ensemble, mais d'abord, je vais vous le présenter. Donc, les objectifs que je vous ai montrés tantôt, juste à la slide précédente, c'était cela. Donc, les revenus, les demandes, environnement, utilisateur. Et la sélection. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est sélectionner l'outil. Quel outil est-ce qu'on va utiliser et comment est-ce que cet outil-là va avoir un impact sur chacune de ces 5 catégories. Et une fois qu'on aura choisi l'outil, il va falloir se poser la question de comment est-ce qu'on l'applique, enfin à qui est-ce qu'on l'applique en fait, qui doit payer ou qui doit être concerné, combien et comment, est-ce que c'est variable, est-ce que c'est fixe, donc on va choisir la tarification, comment est-ce qu'on va utiliser les revenus si on en génère, et est-ce qu'il y a des politiques complémentaires à mettre en œuvre pour accompagner cette pratique d'écofiscalité. Donc ça, c'est une autre chose que je n'ai pas mentionnée tantôt. Donc j'ai dit que l'écofiscalité, ce n'était pas toujours la meilleure chose à faire. Donc parfois, ça peut être la réglementation. Donc, mais même quand on a choisi de faire de l'écofiscalité, ce n'est pas toujours la solution unique. C'est même souvent pas la solution unique. Il faut avoir des politiques complémentaires, euh, ne serait-ce que pour des raisons politiques, parce que quand on va décider de tarifer quelque chose, évidemment, on le sait que c'est pas populaire, ces choses-là, mais d'autre part, ça va nécessiter. Le but, c'est pas de punir les gens. On s'entend que le but de l'écofiscalité, c'est pas de punir les gens, c'est de modifier les comportements. Donc, c'est aussi proposer des solutions alternatives. Donc, quand on dit, voilà, maintenant, ça va coûter plus cher pour je ne sais quoi, là, ça, on va regarder les sacs plastiques, mettons, ça va être le cas qu'on va regarder. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que la population ne se sent pas prise en otage, là, puis qu'au contraire, on va lui offrir des solutions alternatives et on va voir comment ces solutions alternatives, il va falloir aussi des politiques complémentaires, voir quels impacts elles vont avoir sur les revenus, la demande, l'environnement, les utilisateurs et les coûts administratifs. Donc, c'est ça le programme. Donc, si vous êtes avec moi, on va pouvoir y aller. Ce que je vous propose comme exemple, c'est un exemple qui est pas très loin de chez nous, hein. C'est-à-dire que tarifer les sacs plastiques dans les épiceries. Donc ça se faisait déjà là. Maintenant il y a des interdictions dans certains endroits, mais on avait tarifé les sacs plastiques à 5 sous ou à 10 sous à l'épicerie. Moi, je vais vous proposer quelque chose de beaucoup plus radical que 5 sous ou 10 sous. Là, on va en discuter. Mais pourquoi est-ce que je pense à cette tarification des sacs plastiques? C'est pas que c'est quelque chose j'ai pas de lien privilégié avec un quelconque ministère, là, donc je suis pas en train de vous annoncer ce qui va arriver. Là, c'est pas du tout ça qu'on parle, là, mais je vous prends un cas particulier parce que je pense que c'est important de réfléchir sur un cas précis. Et là, euh, vous vous souvenez tous, hein, on se souvient tous de la pandémie, on s'en souviendra longtemps. Je sais pas si partout à Montérégie, en tout cas, je sais qu'à Montréal, il y avait une interdiction des sacs plastiques dans les épiceries qui venait d'entrer en vigueur. On n'avait plus le droit les épiceries n'avaient plus le droit de donner des sacs plastiques. Quand la pandémie est arrivée, bon, après le confinement, même pendant le confinement, on pouvait encore aller à l'épicerie, puis là, les sacs plastiques étaient revenus. De manière, on va dire, pas totalement légale, elle est de manière tolérée, mais c'était pas un retour de la loi, en tout cas au début. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un inconvénient de la réglementation. Donc la réglementation ici, ce serait de dire interdiction de sacs plastiques. Le problème, c'est que dans certains cas, ça doit être interdit, mais là, s'il y a un événement particulier qui se produit, c'est dur de revenir en arrière, où on se retrouve avec des gens qui vont à l'encontre de cette interdiction-là, ce qui fait que l'interdiction, finalement, elle n'a plus vraiment de force, parce qu'on comprend bien que là, c'était pour des bonnes raisons, entre guillemets, que l'interdiction a été bafouée, là, parce que c'était pour des raisons d'hygiène que les sacs plastiques étaient revenus, c'était pas pour le plaisir de faire du plastique. Bon, si on avait utilisé un outil d'écofiscalité, qu'on avait dit les sacs plastiques, on vous les autorise, mais c'est très cher, on aurait pu dire, OK, en temps de pandémie, on va baisser le prix du sac plastique. Ça va faire en sorte que
On comprend bien que maintenant, il y a plus besoin de plastique, c'est plus justifié parce qu'on a un problème de santé publique qu'on ne sait pas trop comment gérer. On va prendre nos précautions, on va autoriser les sacs plastiques. Enfin, ils étaient déjà autorisés, mais disons qu'on va les rendre plus faciles d'accès, disons, sur le plan financier. Et là, on n'est pas en train, sur le plan politique, j'ai envie de dire, on n'est pas en train de reculer. On n'est pas en train de dire, OK, on a fait cette interdiction-là, il faut reculer, puis peut-être qu'après on la remettra. Puis là, il y a comme un enjeu politique de crédibilité aussi qui s'installe. On- En changeant, en modulant le prix en fonction de la situation, on est juste en train de dire, ben voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est la pandémie. Eh ben, l'utilité du sac plastique est plus grande que ce qu'elle n'est néfaste, enfin que ce que le sac plastique est néfaste, donc on va mettre le prix plus bas que ce qu'il était dans une situation normale. Et donc ça, c'est pour moi aussi un autre avantage de l'écofiscalité, c'est qu'on peut aller dans la modulation, on peut moduler les prix dans le temps, on n'est plus dans du tout ou rien, on n'est pas dans de la réglementation qui doit passer nécessairement par un appareil législatif. Là. Donc, c'est une flexibilité supplémentaire. Donc, je m'égare. On revient à notre exemple. Donc, la première chose à faire, c'est si on dit qu'on veut tarifer les sacs plastiques dans les épiceries, c'est la première chose à faire, c'est de remplir la case là, qui est en haut à gauche, c'est commencer par définir la mesure à mettre en œuvre. Donc, on s'est dit, on a eu notre réflexion, on est dans notre comité municipal, là, on se dit, OK, on va tarifer les sacs plastiques. En tout cas, on va y réfléchir. Parfait. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de se dire, OK, mais comment est-ce qu'on va s'y prendre, hein? On va vouloir préciser notre scénario. Donc préciser le scénario, ça veut dire donc remplir la première colonne de ce tableau. C'est dire, bon, on va tarifer qui là? Bon, ça va être qui va payer. Donc ça va être les consommateurs qui vont payer en caisse. Parfait. Quel type de tarification? Bon, va être une tarification par sac. Et combien? Ben là, je vous propose quelque chose d'assez radical, là, dans 5 dollars pour le sac plastique. Puis on ne parle pas du sac réutilisable, on parle du sac plastique vraiment de base. Non. Encore une fois, je dis, c'est peut-être loufoque ce que je dis, mais le but, c'est de se fixer des idées dans comment mettre ça en œuvre, ou comment concevoir ça. OK. Qu'est-ce qu'on va faire avec les revenus? Ben, avec les revenus, encore une fois, le but, c'est pas de faire de l'argent nécessairement, mais on va pouvoir désinfecter les achats en caisse. On a un problème de santé publique, on veut faire de la désinfection, ça prend des coûts, ça prend des produits, ça prend de la main-d'œuvre. Bon. Et politique complémentaire, ben, on est bien conscient du fait que si on tarife super cher ce sac-là, il faut quand même offrir des alternatives. Donc, on pourrait éventuellement dire qu'on va donner des sacs en papier gratuits. Encore une fois, là, moi, je réfléchis à voix haute, là, puis c'est peut-être ça qui vient de votre comité, c'est peut-être peut-être que ce sera autre chose. Je suis pas en train de dire que c'est la meilleure solution. Peut-être que des politiques complémentaires, il y en a plus qu'une. J'ai mis un S parce qu'il y en a peut-être plus qu'une, mais là, j'en propose une seule. Et même chose pour l'utilisation des revenus, par exemple. Donc, une fois qu'on a précisé le scénario, là, on va ensuite remplir notre tableau. Moi, je vous propose de le faire ligne par ligne. Là, ça, c'est au choix, hein, mais moi, ça m'aide de réfléchir ligne par ligne. Donc, la tarification des sacs plastiques, qu'est-ce que ça va faire au niveau revenu, demande, environnement, utilisateur, coût administratif? Donc, là, on va regarder les impacts directs. Les revenus générés, bah, si on tarife les sacs plastiques, oui, ça va probablement générer des revenus. Maintenant, on parle de combien de revenus? On parle de la structure des revenus. Est-ce que c'est un revenu qui est récurrent? Est-ce que c'est stable? Donc là, les revenus ils vont clairement dépendre du nombre de sacs utilisés puisque c'est une tarification par sac. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir le garder en tête. Là, c'est pas forcément des revenus sur lesquels on peut compter de manière précise chaque mois. Et pour le reste, il n'y a pas d'impact direct. Donc déjà, le tableau, il devrait faire un peu moins peur parce que ça veut dire que toutes les cases vont pas nécessairement être remplies. Les impacts sur la demande, évidemment, il va y en avoir. Sur l'environnement aussi, puisque c'est lié, hein, notre truc. C'est pour ça qu'on fait ça. Mais ça va être des impacts qui vont arriver pas directement par l'outil de tarification, mais par les autres catégories. Donc, allons-y. Continuons maintenant avec la couverture. Donc, les consommateurs, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que ça va impacter les revenus générés? Ben, ils vont ajuster leur demande de sac, évidemment, parce que c'est aussi l'objectif. La demande de sac diminuera. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur la demande de marchandises? Ben, ça, il va falloir se pencher sur la question. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Il y aura moins de pollution plastique, là c'est le but, hein, puisque la demande de sacs plastiques diminuera. Les utilisateurs, l'impact que ça va avoir sur eux, c'est que ça risque de les dissuader, ça va les dissuader
d'utiliser les sacs plastiques, évidemment, c'est le but, mais ça pourrait aussi les dissuader d'utiliser ça pourrait dissuader de certains usages justifiés du plastique. Donc parfois, suivant la marchandise que vous avez, là, ça peut être ce que vous achetez, là, ça peut être quelque chose qui, mettons je sais pas, si c'est un fruit, un légume ou en tout cas un morceau de nourriture là qui a besoin d'être quand même emballé un peu, un minimum. Pourrait qu'il y ait des gens pour économiser, n'ont pas utiliser des sacs plastiques alors que ça pourrait être important, surtout en mettant en situation de pandémie, alors que les gens touchent aux fruits ou quoi, il faudrait peut-être. En tout cas, encore une fois, là, on spécule. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer, mais c'est des idées qu'on se fait en comité pour essayer de voir juste comment aller préciser les choses. Les coûts administratifs, bah, pour le consommateur, le coût administratif, il a payé son 5 $, mais lui, ça veut dire quoi? Bah, c'est qu'il y a quelques secondes supplémentaires à la transaction. Bon, est-ce que ça va le dissuader de venir à votre magasin, là, votre épicerie? Je ne sais pas. De toute manière, ça risque d'impacter toutes les épiceries puisque c'est une règle municipale que vous faites ici ou peut-être même provinciale. Bon, la tarification, le 5 $, ben là, ça va être assez difficile à prévoir. Ça va dépendre de la réaction des consommateurs, la demande aussi. On doit s'appuyer sur des études. Et ça, c'est un message que je vous dirais qui est valable pour chacune des cases, en fait. Chacune des cases qu'on est en train de remplir, ça va être une question supplémentaire à creuser. Ça va être comment est-ce que, quelle va être la magnitude, la taille de l'impact? Ben, il va falloir regarder. Peut-être qu'il y a des études qui ont déjà été faites dans des environnements similaires, dans d'autres municipalités similaires. Il va falloir regarder ça, ou peut-être qu'il va falloir carrément faire appel à quelqu'un pour vous conseiller. Mais bref, c'est le genre de... Chacune des cases pourrait être creusée davantage, en fait. Bon, l'impact sur l'environnement, le fait que la personne paye 5 $ par sac, l'impact direct sur l'environnement, il n'est pas là. C'est que l'impact, il est indirect par sa réduction de la demande. Les utilisateurs, quel est l'impact sur eux? Ben là, on pourrait se dire, ouais, il y a peut-être un impact aussi d'équité. Là, est-ce que les riches pourront se payer ça, mais pas les plus pauvres? Est-ce qu'on est en train de dire que on est régressif? Ou en tout cas, est-ce que ça pénalise indûment certaines catégories de population? Il faut se poser la question. Le coût administratif de la tarification, ben, c'est de maintenir la comptabilité, évidemment. C'est comme la vente d'un objet de plus. Ce qu'on va faire avec les revenus, c'est qu'on va désinfecter les achats en caisse. Donc, ça va pas générer de revenus, ça du tout. Au contraire, ça va coûter. Hein. D'ailleurs, on peut même aller directement dans les coûts. Ça va coûter le nettoyage, donc les produits, la main-d'œuvre. Ça peut être un enjeu hein, en pénurie de main-d'œuvre, en contexte de pénurie de main-d'œuvre, ça peut être quelque chose d'important. Si on revient ici pour la demande, est-ce que les usagers auront l'impression d'obtenir un service équivalent? Est-ce que pour l'environnement, ça peut constituer une hausse de pollution chimique. Ok, on réduit l'impact, on a réduit l'utilisation de plastique, mais on utilise plus de produits chimiques pour la désinfection. Certains usagers peuvent avoir une aversion aux produits désinfectants, peut-être qu'ils vont dire, ils vont peut-être commander en ligne ou je sais pas. En tout cas, ça peut avoir un impact. Et pour finir, les politiques complémentaires. Donc j'ai mis celle-là, les sacs en papier gratuits, un petit peu au hasard. Il pourrait y en avoir d'autres, mais ça évidemment, ça va être une hausse d'utilisation du papier, ce qui a un impact environnemental. Certains usagers pourraient, eux, avoir une aversion au sac en papier. Ils pourraient se dire ça casse tout le temps ou c'est pas pratique à tenir, toi. Et évidemment, il y a le coût des sacs en papier. Donc là, je vous ai fait toute une liste. Là, je sais que c'est un peu aride là, de faire tout ça, là, mais c'est pour vous montrer le mécanisme général et comment on peut faire ça. Donc là, ensemble, on a fait, on l'a fait. On a fait l'exercice. Après, évidemment, comme je vous dis, chaque case nécessite d'être creusée. Mais je pense qu'il y a déjà des bonnes, en tout cas des pistes j'imagine que c'est plus concret de ce qu'on voudra faire si jamais on est dans un cadre municipal pour faire les choses. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci? C'est un bon moment pour des questions. S'il n'y en a pas, Il je n'y en vais a pas dans le chat. ouais. Non. Fait que... Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais passer rapidement. En fait, comme je vous disais, hein, les exemples, les études de cas, je ne vais pas passer au travers en détail, je vais juste vous montrer qu'il y en a plusieurs. C'est dans tout le Canada, hein, qui sont liés au stationnement, qui sont liés à l'eau, qui sont liés à parfois le problème avec des incitatifs qui sont liés aux subventions. Encore une fois, le manque de données, ça c'est quelque chose dans les municipalités peut-être de plus petite taille, les questions de manque de données, c'est quelque chose d'important. Les réserves naturelles, on a vraiment beaucoup de choses. Là, on a notre cher Montréal avec les geysers, là, les geysers de rue, comme on dit. Bref, Beaconsfield est de retour.
Donc voilà, on a énormément d'exemples. Il y en a plus encore dans les rapports là, que je vais vous pointer à la fin. Et je regarde l'heure là vite fait. Je voudrais prendre quelques minutes là avant de conclure pour parler de la mise en œuvre. Donc les leçons qu'on a tirées de la commission de l'écofiscalité. Donc la commission de l'écofiscalité, les commissaires, c'était essentiellement des économistes, il y avait des juristes, mais c'est globalement des gens qui font pas de politique, hein, et puis qui se rendent compte qu'on s'est rendu compte au fil du temps que évidemment les belles solutions qu'on a dans nos recherches là, une fois qu'elles rentrent en contact de la vraie vie, on va dire, de la vraie vie politique, là, il y a des leçons à tirer. Donc, en voici quelques-unes. Mais déjà, pour que ça marche bien, clairement, puis là, vous allez me dire, c'est du B à bas, c'est du bon sens, là, puis c'est effectivement juste ça, mais ça vaut la peine de se lister, de faire une petite liste des choses de bon sens. Clairement, la communication, vous allez voir que c'est quelque chose qui ressort énormément, que ce soit une taxe ou n'importe quoi. Là, il y a une méfiance ambiante, je pense, hein, j'espère que ce n'est pas le cas dans votre municipalité, mais de manière générale, il y a quand même une méfiance envers le gouvernement en général. Donc, il y a pas, parce que probablement parce qu'il y a trop d'opacité et on se dit, OK, bah, il y a une nouvelle taxe, ça veut dire qu'on veut me prendre plus d'argent. Alors que souvent, c'est pas ça. En tout cas, quand on fait l'écofiscalité comme il faut, le but, c'est de modifier le comportement. Peut-être, oui, qu'on va taxer quelque chose, mais il faudrait à ce moment-là, pour bien faire, il faut réduire les taxes municipales en conséquence, hein, pour que ce soit pas juste un tax grab, comme on dit, comme ce soit pas aller chercher plus de taxes, mais c'est d'aller modifier la structure de la structure fiscale. Donc, évidemment, les objectifs, il faut les annoncer, il faut avoir une campagne de communication qui est claire. Voici ce qu'on fait, voici, mettons, ça c'est nos valeurs, c'est notre ville, on veut faire ça. Clairement aussi, parce que souvent ce qu'on a tendance à oublier, c'est de dire que si on fait rien, ben, ça peut être pire. C'est-à-dire que le statu quo est la raison pour laquelle on fait ces choses-là, c'est parce que le statu quo n'est pas durable ou il y a des risques qui sont liés à ça, donc il faut les rappeler, ces risques-là. On n'est pas dans le catastrophisme, hein, le but, c'est pas de faire peur aux gens non plus, mais c'est d'expliquer que ben, si on fait ces choses-là, c'est parce que si on fait rien, ben, c'est pire. Évidemment, il faut montrer, encore une fois, qu'on fait ses devoirs, là, qu'on fait une analyse poussée des options, des impacts. Donc, chacune des petites cases là, que je vous ai mentionnées, là, c'est d'aller les creuser un petit peu plus. Ce que je vous ai montré aussi, je vous ai montré une fois le tableau, c'était pour une mesure, mais des mesures d'écofiscalité, il y en a plusieurs, hein. Vous pouvez, c'est peut-être pas forcément la première avec laquelle vous allez commencer, là, qui va être la meilleure. Il y en a peut-être plusieurs qui vont être en concurrence les unes avec les autres. Impliquer le public, ça c'est essentiel. Donc, par de la consultation, évidemment, par de l'éducation aussi. Donc, on parle de l'éducation au sens large, hein, évidemment, c'est pas forcément à la petite école. Là, on parle de l'éducation sur les bienfaits, les bénéfices, les risques. Et aussi, puis ça, c'est ce que je vous mentionnais tantôt, c'était un choix clair. Donc, montrer que si on ajoute des frais à quelque chose, à la pollution, par exemple, comment est-ce que les utilisateurs peuvent éviter ces frais-là? Donc, pour les déchets, bah, si vous voulez payer moins pour vos déchets, vous pouvez utiliser vos bacs de recyclage. Évidemment, ce n'est pas le bac de recyclage pour mettre les déchets qu'on aurait mis dans la poubelle. Vous m'avez compris, hein, mais c'est, euh, c'est montrer qu'il y a des solutions alternatives, qu'on peut utiliser des appareils ménagers qui sont économes en eau, utiliser le transport en commun si on veut éviter de payer le stationnement ou éviter de payer les tarifs de congestion. Je vous avais parlé des projets pilotes en tout début. Les projets pilotes, ça peut être très utile. Ça peut être très utile parce que Euh, parce que des fois, on ne sait même pas ce qui va se passer. On ne sait pas quels vont être le genre de résultats. On peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas testé, à quel point est-ce que les gens vont modifier leur comportement. D'autres choses qu'on ne sait pas forcément à l'avance, c'est les résultats, les conséquences secondaires. Donc, je vous avais parlé tantôt, là, tu sais, qu'on avait une taxe sur la congestion à Londres, mais une des conséquences, c'était qu'il y avait une réduction des accidents. Ça, c'est pas forcément quelque chose qui était prévu, mais tiens, on s'aperçoit, on fait le pilote, on s'aperçoit qu'il y a tous ces autres bénéfices qui s'ajoutent. Peut-être qu'il y a des coûts aussi qui s'ajoutent, hein, mais l'important, c'est de le faire pour voir quels sont les résultats. C'est pas toujours. On peut même faire des pilotes sans avoir nécessairement sans que le public soit d'accord, hein. Je pense que l'exemple le plus connu là, c'est
C'est l'exemple de Stockholm, le péage cordon de Stockholm où initialement la population ne voulait pas ce péage-là, mais quand ils ont vu pendant le pilote que la circulation était beaucoup plus fluide, et une fois que le pilote était enlevé, ben, les gens réclamaient que la chose, enfin, que le péage revienne. Donc c'est le genre de choses, tant qu'on l'a pas vécu, parfois on se rend pas compte de la chose, d'à quel point ça peut être intéressant. Bon, montrer des résultats tangibles. Donc, la redevance, ça doit être suffisamment élevée. On parle de, comme je vous disais, là, l'exemple avec les sacs plastiques, c'était pas 5 sous, c'était pas 10 sous, là, c'était 5 piastres. Hein. Puis, bon, si on veut vraiment que les choses changent, il faut que ça se voit. Il faut que ce soit assez visible. Soit visible dans le portefeuille ou même visible de manière psychologique. Se dire, oula, 5 dollars, c'est beaucoup. Évidemment, faire preuve de transparence, on est encore dans la communication, hein, parce on est dans un climat où il faut établir la confiance. Il faut établir la confiance pour se dire, voilà, cet argent-là, on vous le prend, mais on ne vous le prend pas pour le garder, on vous le prend pour vous être utile à vous aussi. C'est l'objectif principal quand on est dans le gouvernement, là, que ce soit municipal, provincial ou peu importe. Le but, la mission, c'est d'améliorer la vie des citoyens. Évidemment, il faut être ouvert à certains compromis. Il y a des choses qui peuvent être négociables. Hein, si on a certaines industries qui vivent de tel ou tel, mettons, qui utilisent beaucoup d'eau pour leurs produits. Je pense à Molson, là, je dis ça un peu au hasard, mais on peut avoir une certaine, si c'est des préoccupations valables, on peut avoir certains plafonds, certaines exemptions, mais bon, encore une fois, il faut les faire de manière réfléchie. Là, on n'est pas en train de parler de passe-droit, on est en train de parler de négociations et qui sont des compromis raisonnables. Et évidemment, ce qu'il faut faire, c'est toujours de l'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on continue, on évalue, on recueille des données. Un des apports de l'écofiscalité, c'est que ça oblige à faire, si on veut être transparent, puis ça oblige à faire une certaine comptabilité de ce qu'on a. Donc, ça permet d'avoir des données, ça permet d'utiliser ces données pour faire des améliorations à notre politique. Donc, ces facteurs de succès-là, je pense que je vous en ai listé une dizaine. Ils sont importants à garder en tête, même si c'est effectivement des choses assez banales et c'est du bon sens, mais je pense que ça vaut la peine d'être rappelé. Les champs d'application, ils sont très nombreux. Il y a plusieurs rapports, il y a plus que ça, hein, sur le site web de la Commission d'écofiscalité du Canada. Et la formation en ligne gratuite pour les municipalités, donc c'est des enregistrements, hein, sont disponibles ici. Et c'est ma dernière diapo. Donc, je vous remercie pour votre attention. Le séminaire a été présenté dans le cadre de Climat de changement, qui est donc une grande démarche nationale, puis qui cherche en fait à outiller les décideurs afin d'atteindre les objectifs de carboneutralité 2050. Puis c'est réalisé avec l'aide d'Environnement Canada.